Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Israël a annoncé ce matin la fin de son opération militaire à Jenin qui a fait 12 morts côté palestinien et un soldat israélien tué. Une intervention qui a provoqué de nouveaux échanges de tirs avec la bande de Gaza et a suscité la condamnation de plusieurs pays. Le Maroc a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens et appelé la communauté internationale et les grandes puissances à intervenir pour faire cesser l'agression subie par le peuple palestinien et son territoire. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle intervention israélienne à Jenin et comment éviter une nouvelle flambée des violences? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste depuis Paris. Bonjour à vous, Moustapha Tossa. Bonjour, Ahmad. Alors, qu'est-ce qui explique cette flambée des violences et surtout cette agression israélienne à Jenin? En fait, il y a plusieurs raisons, dont celle domestique propre à l'intérieur israélien. Il y a actuellement un blocage politique avec Netanyahou et on a l'impression que son armée, son gouvernement cherche à faire diversion sur ce blocage politique. Ça, c'est la première raison qui saute aux yeux. Il y a aussi la deuxième raison, c'est que c'est ce statu quo, ni paix ni guerre avec les Palestiniens, qui fait qu'à un moment donné, les choses doivent bouger et les Israéliens mènent cette opération pour donner l'impression qu'ils sont toujours dans un contexte de guerre et qu'ils sont toujours menacés ou par les djihad islamiques ou par le Hamas. Donc, c'est ce statu quo qui fait que à un moment ou à un autre, les choses dérapent, aussi bien du côté palestinien parfois que du côté israélien, mais sauf que la puissance de la force est du côté israélien et les moyens militaires qui ont été utilisés dans cette opération de Jenin sont presque inédits et c'est ça qui a fait peur à la communauté internationale et qui a provoqué autant de réactions, de condamnations à l'égard d'Israël en disant que cette opération n'était pas justifiée et les moyens militaires mis à l'œuvre n'était pas nécessaire pour la mener. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cela a conduit à donc des échanges de tirs, des roquettes donc en guise de réaction. Les mouvements donc palestiniens qui sont enfermés dans la bande de Gaza ont réagi par des tirs donc de roquettes, qui a provoqué aussi une intervention, disons, des raids israéliens. Alors, est-ce que cela a joué dans l'annonce de la fin de cette opération militaire? Oui, de toute façon, toute opération militaire a un début, a une fin. Sinon, il ne serait pas une opération militaire, il serait une guerre permanente. Donc, si aujourd'hui Israël annonce la fin de son opération militaire, il pourrait l'avoir fait soit parce que les objectifs qu'elle se donnait avaient été réalisés, à savoir l'élimination de ce qu'elle considère, elle, comme les responsables de l'agression, des agressions qui lui viennent de Gaza et d'autres territoires, soit parce que l'objectif politique interne a été atteint, à savoir montrer qu'Israël est toujours là, plus forte que jamais, plus déterminée que jamais. Et ça, Benjamin Netanyahou, un homme de la droite dure, l'utilise à fond pour justement essayer de mobiliser l'ensemble des Israéliens autour de sa personne, parce qu'on sait que le nombre de défis internes qu'il affronte, notamment les contestations, notamment les oppositions à ces réformes, notamment les oppositions à son casting gouvernemental lui-même. Donc, en mettant fin à cette opération, peut-être Benjamin Netanyahou estime que l'objectif a été atteint. Alors, mais l'objectif a été atteint, mais pensez-vous que ce sera de nature à calmer la situation interne en Israël? Non, pas du tout. L'objectif provisoire, l'objectif de maintenant a été atteint, mais ça n'augure en rien que c'est la fin des opérations, parce que ce genre d'attaque et ce genre de confrontation entre Israéliens et Palestiniens sont amenés à durer tant qu'il n'y a pas de véritable négociation de paix entre les deux partenaires. Alors, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est parce qu'on a vécu la crise syrienne, on a vécu la guerre en Ukraine, on a vécu le Yémen, on a vécu la Libye, on a l'impression que la question palestinienne a été mise de côté provisoirement, ou en tout cas sortie du radar médiatique. On a l'impression que il y a moins d'intérêt pour la question palestinienne parce qu'elle perd, entre guillemets,
de son magnétisme et de sa centralité. Ce genre de confrontation meurtrier vient nous le rappeler que non, la question palestinienne est toujours là. Et quand on voit la nature des réactions internationales, que ce soit européennes, arabes ou américaines ou africaines, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, cette question-là demeure. Et la confrontation sanglante entre Israéliens et Palestiniens va demeurer tant qu'il n'y a pas un sérieux travail de négociation entre les deux partenaires pour parvenir à la paix. Alors il y a une solution internationalement admise qui est celle de la solution des deux États sur le territoire de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens. Mais ça, l'ensemble de la communauté internationale partage ce diagnostic et cette vision, mais cette communauté internationale n'a pas encore trouvé les moyens de les mettre en pratique, à savoir faire pression, une pression concrète sur les Israéliens et les Palestiniens pour les amener à négocier cette solution. Donc, tant qu'on n'est pas dans cette logique-là, il y aura toujours des opérations militaires, il y aura toujours des raids, entre guillemets, des Palestiniens de Gaza, il y aura toujours cet échange de forces meurtriers qui tuera aussi bien les Palestiniens que les Israéliens. Et justement, l'urgence de trouver une solution définitive, c'est ce qui a été exprimé par le Maroc, qui appelle les grandes puissances et la communauté internationale à faire cesser ces agressions israéliennes et à intervenir pour une solution définitive. Alors, on voit que le Maroc a condamné quand même dans des termes fermes cette agression, malgré cette relation qui lie le Maroc à Israël. Oui, cette relation privilégiée, spécifique qui lie le Maroc à Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Et bien avant les accords d'Abraham, il y a toujours eu une relation très particulière entre Marocains et Israéliens. Ça n'empêche pas le Maroc d'exprimer sa solidarité avec les Palestiniens. Ça n'empêche pas la diplomatie marocaine de dire qu'elle est contre cette escalade militaire contre les Palestiniens. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, on peut être ami d'Israël et lui dire un certain nombre de vérités pour la pousser à s'inscrire dans une logique de paix. Et même les amis européens d'Israël, ils la critiquent et ils la poussent, ils veulent l'obliger à faire la paix aussi bien pour les intérêts des Palestiniens que pour les intérêts des Israéliens. Parce que si on ne fait pas cette paix-là, ça veut dire qu'on laisse passer, qu'on laisse échapper la solution des deux États qui protège et les droits des Palestiniens et la sécurité d'Israël. Et la communauté internationale est convaincue que cette solution est bonne et positive pour tout le monde. Maintenant, si on laisse passer cette solution et si on ne fait rien contre les plans expansionnistes menés par Benjamin Netanyahu, qui à chaque trimestre presque, il donne son feu vert pour la construction de nouvelles colonies, ça veut dire qu'on se dirige fatalement vers pas la solution des deux États, mais la solution d'un seul État. Un seul État où il y aurait Palestiniens et Israéliens en train de vivre ensemble. Et cette solution d'un seul État, non seulement il est refusé par les Palestiniens parce qu'ils ont un droit à avoir un foyer national, mais il est refusé aussi par les amis d'Israël, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, pour la simple raison que partant d'une logique démographique, la solution d'un seul État n'est pas favorable à Israël à long terme. Et si Israël veut continuer à rester une démocratie, à savoir un citoyen, une voix, à terme, Israël perdrait ses propres caractéristiques et agirait contre ses propres intérêts. Donc la solution d'un seul État est vraiment la solution vers laquelle automatiquement la politique de Netanyahou et de la droite israélienne mène ce conflit, mais de l'aveu même des amis d'Israël, des avocats d'Israël, des grands avocats d'Israël en Europe et aux États-Unis, cette solution à terme n'est pas dans l'intérêt d'Israël. Une solution donc qui ne devrait passer que par l'existence de deux États. Et à ce propos, les choses se poursuivent pour le retour de la Palestine à l'UNESCO. Alors l'ONU a condamné à travers donc son haut commissariat aux droits de l'homme. Alors pour revenir
au rôle du Maroc. En quoi le Maroc peut faciliter cette entente? Parce que quel qu'en soit le cas, on sait que, comme vous l'avez dit, la relation est particulière entre le Maroc et surtout ces Israéliens originaires du Maroc. En quoi cela peut faciliter une voie du Maroc qui permettrait un meilleur environnement de paix, ne serait-ce que provisoirement? Oui, tout à fait. Le Maroc dispose d'une diplomatie efficace, crédible, entendue dans le monde arabe. Sa Majesté le Roi est président du comité Al-Quds et le comité Al-Quds a toujours, de par son histoire, été un acteur majeur de défense des intérêts de la ville sainte d'Al-Quds et des Palestiniens. Donc le Maroc est perçu positivement aussi bien par les Israéliens dans le cadre de leurs relations spécifiques avec le Maroc consacrées par les accords d'Abraham, mais aussi bien aussi par les Palestiniens qui n'oublieront jamais et qui ne sont pas prêts d'oublier à quel point le Maroc a été à leur côté dans les moments les plus difficiles, qu'elle soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de la géostratégie. Le Maroc a toujours été un ami et un allié du peuple palestinien. Donc cette position-là du Maroc lui donne la crédibilité de pouvoir parler aux deux peuples, aux deux partenaires et de pouvoir travailler sur une solution qui pourrait amener un jour les deux partenaires à se réunir. Sauf que c'est une mission gigantesque, presque herculienne, et le Maroc tout seul peut l'influencer, peut l'accélérer, mais il a besoin de l'aide de l'économie, de la communauté internationale, notamment le partenaire américain, notamment les grandes puissances européennes, pour dire qu'à un moment ou à un autre, il faut revenir à l'essentiel dans ce conflit, à savoir une négociation directe entre Israéliens et entre Palestiniens. Et pas que l'autorité palestinienne. Il faut imaginer des solutions politiques aussi bien avec le Hamas que le djihad islamique, que les factions palestiniennes qui ont toujours recours à l'arme pour lutter contre l'occupation israélienne. C'est ce dialogue-là qui est nécessaire aujourd'hui, ce dialogue d'ensemble qui est nécessaire aujourd'hui. Est-ce que la communauté internationale qui s'est investie dans plusieurs conflits, l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la guerre en Ukraine et en Russie, et qui veut parvenir à la paix, est-ce qu'elle fera le nécessaire pour redonner à la question palestinienne de l'espoir et du pessimisme et de l'optimisme? Ça c'est une question qui se pose. Et le Maroc, dans toute son expression diplomatique, vise à justement que les deux partenaires puissent se rapprocher, se parler et donc trouver une solution commune. Alors, il y a le cadre de discussion du forum du Negev qui a été tenu l'année dernière et dont on attendait que l'édition de cette année à l'automne prochaine puisse se tenir. En quoi ce cadre peut permettre quand même de servir de soupape de sécurité par rapport à ces flambées de violence? Oui, le Forum du Negev est un cadre extrêmement important et extrêmement adéquat pour parler de paix, pour exprimer des inquiétudes, des angoisses. Le Negev, c'est le Maroc, Israël, un certain nombre de pays arabes et les États-Unis d'Amérique. Et quand on a vu les dernières nominations de l'administration américaine d'un envoyé spécialement chargé de développer le cadre des accords d'Abraham, on a aussi là une idée sur l'importance que l'administration américaine accorde à ce genre de forum et de cadre. Donc oui, normalement, c'est dans ce cadre-là qui est très intéressant au niveau politique, où les choses peuvent se dire, où les messages peuvent se faire passer, où les pressions amicales ou pas amicales peuvent s'exercer. Donc effectivement, si Israël, parce qu'en fait Israël a besoin d'avoir le maximum de rapports et de relations normales avec son voisinage arabe et méditerranéen. Et le Forum des Negev pourrait aider à cela et pourrait aider à développer le cadre des accords d'Abraham. Mais ça ne se fera pas avec des opérations militaires contre les Palestiniens. Ça se fera pas avec des meurtres comme ça d'une dizaine, quinzaine de personnes tous les 5 du mois. Ça ne se fera pas avec une politique expansionniste de colonies. Ça ne se fera pas avec des expulsions de Palestiniens. Donc, ce forum des Negev et derrière les accords d'Abraham sont le cadre pour dire à Israël un certain nombre de réalités.
et pour que la communauté internationale, les Américains et les Européens puissent avoir l'occasion d'exercer des pressions sur le gouvernement israélien. Alors, on a vu aussi la Ligue arabe qui a condamné en quoi les pays arabes, la Ligue arabe notamment, peut elle aussi servir ou agir, soit de par ses propres moyens ou en mobilisant la communauté internationale pour pacifier la situation. Oui, la Ligue arabe est un cadre aussi arabe pour dire des choses aux Palestiniens et aux Israéliens. Et on remarque que l'enjeu pour les Israéliens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent, par des nécessités militaires, stratégiques et économiques, ils veulent avoir la relation la plus normale, la plus riche, la plus fructueuse avec leur environnement arabe. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la diplomatie israélienne et la diplomatie américaine font un pressing énorme pour qu'un pays important, économiquement lourd et économiquement influent comme l'Arabie Saoudite puisse rejoindre les accords d'Abraham. Donc ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a là un intérêt majeur pour Israël. Donc pour les Arabes, dans le cadre de la Ligue arabe, ces possibles accélérations et ouvertures ne peuvent pas se faire si les Israéliens continuent leur opération militaire. Il serait beaucoup plus recevable si demain les Israéliens et les Palestiniens s'assoient sur une table de négociation et travaillent sur la construction de la solution des deux États. Toutes les diplomaties qui ont encore des réserves à l'égard d'Israël mettent cette condition sur la table. Si demain les Palestiniens jouissent de leur État, de leur foyer national, pour reprendre le terme en vogue, tout est possible, y compris une relation tout à fait normale, tout à fait amicale, tout à fait fraternelle avec l'État d'Israël. Dans le cas contraire, ça renvoie la solution, ça renvoie la paix, ça renvoie la coopération économique, ça renvoie la coexistence pacifique entre Israël et son environnement à des jours meilleurs, pour ne pas dire à des calendriers grecs. Merci beaucoup, Moustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste éditorialiste. Vous nous parliez depuis Paris à propos de cette opération israélienne à Jenin, qui a été en tout cas considérée comme l'une des plus importantes depuis une vingtaine d'années. Une opération qui a fait 12 morts côté palestinien et un soldat israélien tué, et qui a conduit donc à une réaction des mouvements de la bande de Gaza. Et cette opération dont Israël annonce donc la fin ce matin. Merci à vous d'être venu avec nous sur Média par Duplex depuis Paris. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.